Vladimir Poutine doit formaliser ce vendredi les annexions des territoires ukrainiens sous contrôle russe. La communauté internationale condamne le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu que des erreurs ont été commises dans la mobilisation et a demandé qu'elles soient corrigées. Le procès de Félicien Kabuga pour crime contre l'humanité s'est ouvert. C'est l'un des derniers grands suspects du génocide rwandais à comparaître devant un tribunal. Vladimir Poutine va formaliser ce vendredi l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens sous son contrôle. La capitale russe se prépare à des festivités pour marquer le rattachement des 4 régions ukrainiennes, qui intervient après des référendums condamnés par l'essentiel de la communauté internationale. Le président russe devrait prononcer un discours volumineux selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Mercredi soir déjà, les chefs des 4 régions concernées sont arrivés par avion à Moscou, selon les agences de presse russes, photos à l'appui. Kirill Stremoussov est le chef adjoint des forces d'occupation de Kherson. Nous l'avons fait. Les régions de Kherson, Zaporizhia et les républiques populaires de Donetsk et Lugansk seront désormais et pour toujours russes. Dans le Donbass, Kramatorsk est au cœur de la guerre. Les forces russes ne sont jamais parvenues à prendre la ville, mais la ligne de front est proche, les bombardements quasi quotidiens. Cette zone est revendiquée par Moscou. Sur place, l'inquiétude est de rigueur, malgré les victoires ukrainiennes sur le champ de bataille. Le maire monte au créneau. S'il vous plaît, ne faites pas de choses stupides. Ne prenez pas les mesures que vous avez l'intention de prendre en confirmant et en acceptant l'annexion de nos territoires. Le Donbass a toujours été l'Ukraine, c'est l'Ukraine et ça le sera toujours. Nous nous battrons pour cela. Même s'ils annexent la région, nos hommes ne se laisseront pas faire. Nous croyons aux forces armées ukrainiennes. Si nécessaire, nous irons nous battre aussi. L'esprit reste combatif pour ces populations motivées par les récentes victoires militaires ukrainiennes sur le terrain. Face à la mobilisation partielle qui suscite un mécontentement grandissant au sein de la population, le président russe Vladimir Poutine a été obligé d'intervenir. Selon de nombreux témoignages, beaucoup de personnes ne remplissant pas les critères requis auraient été mobilisées. Le dirigeant russe a demandé jeudi que ces erreurs soient rapidement corrigées. Cette mobilisation suscite beaucoup d'interrogations. Il faut corriger toutes ces erreurs et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Il y a effectivement eu plusieurs erreurs, comme la convocation de pères de familles nombreuses, de personnes souffrant de maladies graves ou encore de personnes très âgées. Il est nécessaire de traiter chaque cas individuellement. Et si une erreur a été commise, il faut la corriger et faire revenir à la maison ceux qui ont été convoqués sans raison appropriée. D'autres témoignages ont révélé que les autorités russes demanderaient aux nouveaux arrivants d'apporter leurs propres équipements militaires. En Russie, de nombreux magasins débordent de demandes de casques, gilets pare-balles et autres matériels de protection. Mais la mobilisation a aussi déclenché une fuite massive. Beaucoup de jeunes Russes sont moins enthousiastes d'être appelés en Ukraine. Selon les derniers chiffres, plus de 260 000 Russes ont choisi de fuir le pays, provoquant d'importantes files d'attente aux frontières de la Géorgie, du Kazakhstan et de la Finlande. Originaires d'Irpin, Anastasia et Roman Akulenko se sont rencontrés en 2019 pendant l'élection présidentielle ukrainienne. Une période qui paraît remonter à une éternité à l'échelle locale. À l'époque, le couple était loin d'imaginer que 3 ans et demi plus tard, ils devraient se cacher sous terre avec leurs 2 filles, puis fuir leur maison en toute hâte pour échapper au bombardement. C'était très effrayant. Mon mari était sur le balcon et les avions de guerre volaient juste au-dessus de sa tête. Il a cru que les roquettes se dirigeaient vers nous, alors il a crié « à terre ». Nous sommes donc tous tombés au sol, puis nous nous sommes cachés dans la salle de bain. C'est là que nous nous sommes habillés avant d'aller nous réfugier dans la cave. Suite à ça, les enfants ne voulaient plus sortir. Nous avons passé une nuit dans la cave, puis le lendemain matin, après le couvre-feu, nous avons décidé de partir. Au début de la guerre, Irpin, dans la banlieue de Kiev, a été sévèrement touchée. La famille s'est d'abord réfugiée dans une autre région, puis Anastasia et les enfants sont allés en Pologne. Ils ne sont réunis en Ukraine que depuis la fin de l'été.
Pendant leur absence, 2 appartements en dessous du leur ont été détruits par des missiles, mais le feu s'est arrêté à leur balcon. La température était si élevée qu'ici, au 5e étage, la construction métallique qui tenait les étagères, la télévision au mur, le bureau de l'ordinateur, les vêtements synthétiques ont tous fondu. Nous avons déjà des projets de rénovation. Nous allons réparer nos erreurs passées, ce qui n'était pas pratique dans l'emplacement de nos prises de courant. La chose la plus importante est que la guerre se termine, et alors tout ira mieux. Oui, nous avons hâte que ce soit fini. Mais la rénovation ne pourra pas commencer avant l'année prochaine. Pas seulement à cause des difficultés financières. Initialement, les autorités voulaient démolir le bâtiment. À présent, le couple est rassuré car des travaux dans les appartements sous le leur sont prévus, mais sans date fixe. Le toit est aussi abîmé, mais avec l'aide de l'administration locale et d'associations, il a été couvert par une bâche pour empêcher le froid et l'humidité d'entrer. L'hiver dernier a changé la vie de cette famille pour toujours, mais elle espère que le prochain sera différent et qu'ils pourront tourner la page. Le procès de Félicien Kabuga devant le tribunal de l'AS est ouvert ce jeudi, 28 ans après le génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes de la minorité Tutsi au Rwanda. L'ancien homme d'affaires est accusé d'avoir financé et fourni en armes les milices génocidaires Hutus du pays. Il est également jugé pour son rôle en tant que directeur de la radio-télévision libre des Mille Collines, un organe important de la propagande anti-Tutsi pendant le génocide. Les charges contre M. Kabuga reflètent son statut en tant que figure politique riche et influente. Pour participer au génocide, M. Kabuga n'a pas eu besoin de brandir un fusil ou une machette au détour d'une route. À la place, il a fourni des armes en masse et a facilité l'entraînement qui a permis à la milice des Interahamwe de les utiliser. Aperçu frêle et en fauteuil roulant lors de son audience préliminaire en août, l'homme de 87 ans ne s'est pas présenté au tribunal ce jeudi. Un choix stratégique pour le procureur en charge du dossier. Il a eu accès à tous les soins médicaux dont il pouvait avoir besoin et a été considéré comme apte à être jugé. Donc le procès a pu commencer. Évidemment, le temps presse, donc nous espérons que le procès pourra se dérouler aussi vite que possible. Félicien Kabuga est le dernier suspect principal du génocide rwandais à être traduit en justice. Il a été arrêté en 2020 près de Paris, après près de 25 ans de fuite. Io a été l'un des événements du dernier festival de Cannes, d'où il est reparti avec le prestigieux prix du jury. Il est signé par l'un des grands noms du cinéma polonais, Jerzy Skolimowski. Un film choquant sur la condition animale, vu à travers les yeux d'un âne, Io, qui en est le personnage principal. À 84 ans, entre sagesse et colère, le cinéaste a ressenti un besoin vital de faire ce film. J'ai un message à faire passer aux gens. C'est un message sur notre traitement des animaux. Les humains ont généralement une mauvaise attitude envers eux. Ils sont très gentils avec les animaux domestiques, certes, mais en général, nous traitons les animaux comme des objets, pas comme des êtres vivants. Ce film est une coproduction entre la Pologne et l'Italie, où Io terminera son voyage après avoir traversé l'Europe centrale et les Alpes. Io échappera-t-il à son destin et finira-t-il à l'abattoir, comme des millions d'animaux chaque année? Je ne me sens toujours pas capable de ne pas devenir végane à part entière. Je mange encore un peu de viande, mais je l'ai réduite aux 2/3. Et si ce film peut attirer l'attention des gens, peut-être que si nous commençons tous à manger moins de viande, alors la torture des animaux ne sera plus nécessaire. Je croise les doigts pour que ce film soit vu par le plus grand nombre de personnes possible et qu'il fasse vraiment appel à leur cœur pour un meilleur traitement des animaux. Soyons bons envers nos petits frères.
Ce film est une ode à la nature et un cri d'amour aux animaux qui sont sacrifiés. Io vient de sortir en Pologne, en France le 19 octobre, et il sera le représentant de la Pologne aux Oscars.